Bonjour à tous et bienvenue dans le Purgatoire. S'il y a bien une composante majeure dans l'horreur, c'est le sentiment d'insécurité. En effet, l'insécurité provoque la vulnérabilité. Le sujet subit les événements qui le surpassent, tentant de se frayer un chemin entre les menaces qui se dressent autour de lui. Menaces qui semblent d'ailleurs omniscientes. Combien de fois avons-nous ragé devant notre écran, pestant contre la lenteur et la bêtise de la victime qui semble malgré elle s'acquitter des pires décisions. Ou encore de l'emprise que possède la menace sur le sujet. Sérieux, parfois c'est à croire que le méchant a collé une puce au cul de notre héros. Le mec traverse une forêt de 15 000 km² et pourtant le tueur le retrouve. Même en ayant fui 2 jours à l'avance, le tueur arrive limite une semaine avant lui. Enfin bref, je m'emporte un peu. Pour créer ce sentiment d'insécurité, il faut un décor propice à la menace. Exit les manoirs hantés et les fermes isolées. Aujourd'hui, c'est d'un hôtel situé en plein cœur de Los Angeles dont je vais vous parler. Un hôtel au passé morbide ayant abrité les pires tueurs en série, connu les meurtres les plus dégueulasses, de nombreux suicides, mais surtout l'un des cas irrésolus le plus terrifiant, mêlant paranormal, rituel et pathologie psychiatrique. Un hôtel ayant à lui seul inspiré toute une saison d'American Horror Story. J'ai nommé le Cecil Hotel. L'hôtel Cecil a été construit en 1924 par l'hôtelier William Banks Hanner. Ayant une capacité de 700 chambres, il fut bâti dans le but d'accueillir des personnes en voyage d'affaires. Situé dans le quartier de Downtown Los Angeles, il comptait parmi les différents hôtels de la zone. Mais cela n'inquiétait pas William qui avait investi $1 million au calme. C'était sans compter la Grande Dépression qui eut lieu aux États-Unis en 1929. Même si celui-ci comptait parmi les destinations les plus hype des années 40, sa réputation déclina rapidement. N'accueillant plus que des voyageurs de passage pour une nuit, il était situé dans une zone parmi laquelle vivaient environ 10 000 sans-abri, dans un rayon de 6 km. Pas super pour le tourisme. En 2007, les propriétaires changent. Ils lancent des travaux de réaménagement. Enfin, fin 2011, le Cecil Hotel est renommé le Stay on Main. L'histoire de cet hôtel ne se cantonne pas simplement à des débandades immobilières. Il est le théâtre d'histoires sordides. De nombreux meurtres et suicides les plus notables de Los Angeles sont rattachés au Cecil Hotel. 1947. Elizabeth Short, ou plutôt son corps mutilé, retrouvé coupé en deux, vidé de son sang, dans un terrain vague de Los Angeles. Celle que l'on surnommera alors le Dahlia Noir, aurait résidé au Cecil Hotel peu avant son meurtre. 1962. Pauline Hutton, âgée de 27 ans, se jette du haut de la fenêtre de sa chambre au 9e étage. Elle atterrit, dans sa chute, sur un pauvre piéton passant par là. George Giannini est tué instantanément. 1964. Goldie Osgood, qui aimait nourrir les oiseaux à Pershing Square, est retrouvée violée et tuée dans sa chambre au Cecil Hotel. Elle aurait été poignardée et étranglée avant de se faire abuser. Le meurtrier de la Pigeon Lady ne fut jamais retrouvé. Sur la liste des résidents de l'hôtel figure aussi le nom du tueur en série Jack Unterweger. 12 meurtres à son actif, principalement des prostituées. Il y avait aussi Richard Ramirez, condamné à la peine de mort pour avoir commis 11 viols et 14 meurtres. Nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Car ce qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, c'est le mystérieux décès de Elisa Lam, survenu en 2013. Elisa Lam est née le 30 avril 1991. D'origine hongkongaise, elle vivait au Canada. C'est en janvier 2013 qu'elle décide de partir en road trip, en Californie du Sud. Elle voyage alors seule et souvent en train. Parmi les nombreuses villes qu'elle souhaitait visiter, on peut citer San Diego, Santa Cruz, San Francisco, San Luis Obispo et bien sûr Los Angeles. Cette dernière, elle y arrive le 26 janvier 2013 et s'enregistre au Cecil Hotel, désormais Stay on Main. Le 28 janvier, soit 2 jours après, j'ai fait le calcul, partageant une chambre au 5e étage, elle sera déplacée dans une chambre simple 2 jours après à la suite de plaintes de son colocataire. Celui-ci ayant rapporté un comportement étrange provenant de Elisa. La jeune fille était une personne fragile, souffrant de bipolarité, de dépression et de schizophrénie. Elle était ainsi sous traitement médicamenteux. Elisa tenait un Tumblr, un blog dans lequel elle s'exprimait sur sa maladie et les souffrances qui en découlaient. Elle utilise la citation de l'écrivain Chuck Palahniuk comme titre de l'un de ses articles. « Tu es toujours hanté par l'idée que tu gâches ta vie ». Cette citation illustre un post dans lequel elle se plaint d'une rechute. Rechute
la laissant complètement perdue, sans aucun but. C'est le 31 janvier 2013 qu'elle doit quitter l'hôtel pour se rendre à Santa Cruz. Ce jour-là, ses parents n'eurent aucune nouvelle d'elle. Elle, qui pourtant établissait un contact régulier avec ces derniers. Ceux-ci, inquiets, décident d'en informer les autorités de LA. La jeune fille est ainsi portée disparue. La gérante d'une librairie voisine, Cathy Orphan, affirme pourtant l'avoir aperçue ce jour-là, tout comme divers employés de l'hôtel, qui précisent qu'elle était seule lors de ses apparitions. Pourtant, 19 jours passent sans aucune nouvelle. Nous sommes le 19 février 2013. Les employés de l'hôtel sont bien embêtés. En effet, plusieurs plaintes ont été déposées par des clients concernant la pression de l'eau, ainsi que son goût particulier. Le service de maintenance est prié d'aller inspecter les réservoirs d'eau, situés sur le toit du bâtiment. C'est alors, avec horreur, qu'ils découvrent le corps nu et sans vie de Elisa Lam, au fond de l'un des réservoirs d'eau. La plupart de ses vêtements et affaires flottaient à ses côtés. Le corps de la jeune femme était déjà en décomposition. Après autopsie, les autorités déclareront une mort accidentelle par noyade. Il n'y avait pas de traces de lutte, de drogue ou même d'alcool. Jusque-là, bien que tragique, l'affaire semble somme toute assez classique, pas vrai? Et si je vous disais que le toit n'est accessible que par le biais d'une porte blindée, protégée par une alarme, et que les réservoirs d'eau scellés sont maintenus fermés par une trappe extrêmement lourde? Comment Elisa, du haut de son mètre 52 et de ses 50 kilos, a-t-elle pu se retrouver au fond de ce réservoir? Eh bien, il existe une vidéo, très étrange, sur laquelle on reconnaît Elisa à l'intérieur de l'ascenseur de l'hôtel le jour de sa disparition. Sur cette vidéo, nous voyons Elisa appuyer frénétiquement sur les différents boutons de l'ascenseur, mais celui-ci ne semble pas enclin à se fermer. Plus tard, on l'aperçoit contorsionner ses mains d'une manière étrange, comme si elle discutait avec une personne invisible à la caméra, en tout cas à son champ de vision. Elle semble aussi fuir quelque chose. Cette vidéo fit le tour du monde, sujette à spéculation et théories en tout genre. Certains parleront de possession, avançant le passé sordide de l'hôtel et les entités qui pourraient peupler les lieux. D'autres, plus sceptiques, évoquent sa maladie, qui aurait pu expliquer son comportement. Lorsque Fox et moi avons visionné la vidéo en but de réaliser cette chronique, un commentaire se situant en dessous nous a interpellés. Et si Elisa était en train d'effectuer le rituel de l'ascenseur? Je vais essayer d'expliquer ce qu'est le rituel de l'ascenseur de manière succincte. Jingle. Le rituel de l'ascenseur serait une manière d'accéder à l'autre monde, de pouvoir le visiter. Pour ce faire, il faudrait appuyer sur les boutons des étages dans un ordre bien précis. Après plusieurs voyages, l'ascenseur s'arrêterait au 5e étage. Une jeune femme entrerait alors. Il ne faut pas lui parler ni la regarder. Appuyez alors sur le bouton menant au rez-de-chaussée. Si l'ascenseur s'y rend, sortez aussitôt que les portes s'ouvrent sans vous retourner ni dire mot. Si l'ascenseur se rend au contraire au 10e étage, vous allez devoir vous décider à sortir. La femme vous demandera où vous allez. Ne lui répondez pas. Pour repartir, utilisez le même ascenseur, suivez à nouveau un ordre précis d'étages. Arrivé au rez-de-chaussée, vous devrez vérifier que rien n'est anormal. Si c'est le cas, répétez les opérations jusqu'à ce que vous soyez sûr d'être revenu dans notre monde. Puis, sortez. Dans l'autre monde, la lumière fait place à l'obscurité. Les appareils électroniques ne fonctionnent pas pour certains, pourtant d'autres témoignages rapportent que si. Flippant, pas vrai? Personnellement, j'y crois pas une seule seconde, mais ça reste mon avis. Ce rituel serait d'ailleurs dévié d'une creepypasta, une histoire d'horreur inventée sur le net. Quoi qu'il en soit, soyez vigilants si vous tentez de reproduire ces opérations. Pour en revenir à Elisa et à cette théorie, il est vrai qu'elle appuie bien sur les différents boutons de l'ascenseur. D'aucuns avancent l'hypothèse qu'elle pourrait avoir parlé avec la femme mentionnée dans le rituel. Cette dernière aurait alors été à l'origine de sa mort. Bref, je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que cette affaire est extrêmement mystérieuse malgré tout. Le passé de l'hôtel étant en grande partie responsable de nombreuses spéculations. Il n'en reste pas moins qu'une jeune fille est décédée ce jour-là, laissant derrière elle une famille et des amis endeuillés. Il est probable que nous n'ayons jamais le fin mot de l'histoire. Divers films se sont inspirés de ce drame comme The Bringing, Hungry Ghost Ritual ou même un épisode de Castle. La saison 5 de American Horror Story s'est quant à elle plus globalement inspirée de l'histoire du Cecil Hotel. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire dans les commentaires. Selon vous, que s'est-il vraiment passé? Et dites-moi si vous seriez prêt à passer une nuit dans cet hôtel. Moi oui. Et toi tu serais prêt à passer une nuit dans cet hôtel? Non. Merci d'avoir regardé cette chronique jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Fox et moi travaillons à de nouveaux concepts. On réfléchit à des formats qui pourraient s'ajouter à celui-ci, de manière à être présent plus souvent sur YouTube. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur notre vidéo. Dessus, là, comme ça, ici. N'hésitez pas à la commenter et surtout à la partager. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons faire grandir la chaîne. On compte sur votre soutien. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo confectionnée avec amour. Sur ce, portez-vous bien. Ciao!